Salut mes nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo complètement spéciale. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'avoir des news au niveau des SBS du dernier tome qui vient de sortir au Japon et c'est un truc absolument de malade. Oui, vous êtes en train de vous dire, mais putain, c'est quoi tout ce qu'il y a derrière ? Oui, alors ça, c'est la petite parenthèse en début de vidéo. Normalement, aujourd'hui, je vais faire le unboxing de ça pour vous préparer une grosse vidéo unboxing qui va venir et aussi plein de petites vidéos unboxing sur ma chaîne secondaire dédiée spécialement que sur les figurines. Ceux-ci, ce sont tous les cadeaux que j'ai reçus de la part de Chibi Akabara, de la part de mes nakamas et de la part de ma famille. Il paraît même qu'il y a encore un colis qui va bientôt arriver. Bref, je vous remercie. Vous êtes tous des fous. Ça me fait ultra plaisir. Merci, merci, merci. Bref, on va revenir sur le vif du sujet au niveau de cette vidéo. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on a eu des infos de fou. Alors les infos, vous les avez déjà vues sur le net. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va faire un petit récapitulatif dedans. Mais surtout, on va essayer d'analyser quelles sont les conséquences de ces informations et surtout sur la manière qu'a Eiichiro Oda en ce moment de narrer son aventure. La première info, c'est tout simplement sur Kid et Killer. Comment il y a un lecteur qui demande justement comment ils se sont connus. Alors ils viennent d'une île qui est dans la mer de South Blue et sur cette île, elle n'était pas liée au gouvernement mondial et c'était un gang qui régnait comme une royauté directement en haut, et après il y avait différents quartiers et chaque quartier était géré par des clans, et justement à la tête de ces différents clans qui étaient dans les différents quartiers, on avait justement Killer, on avait Kid, on avait Hit, on avait Wire, et ce qui s'est passé c'est que à un moment, alors ça c'est vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que il y avait une fille qui s'appelait Victoria Doruyanaika. Et cette personne, on en a déjà entendu parler dans le SBS numéro 87. Et c'est ça qui est excellent. C'est-à-dire qu'il nous a donné une info dans un SBS il y a longtemps. C'est-à-dire que cette fille, c'était la petite amie, enfin, elle était petite amie de Kid et de Killer. Ils s'entendaient vraiment très très bien. D'ailleurs, elle s'était moquée d'elle lorsqu'ils avaient mangé, je crois que c'était une soupe, un truc au udon, un truc au curry. Et depuis justement ce jour-là, cette fille leur a tabassé la tête. Et depuis ce jour-là, ils ne veulent plus, ils ne supportent plus cette nourriture. Bref, ce qui se passe, c'est qu'on apprend justement dans le SBS de ce tome que cette fille s'est fait tuer par le big boss de l'île où étaient Hit et Killer. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a foutu Kid dans une colère complètement folle, et ce qui se passe c'est qu'au début les quatre clans qu'il y avait, ils se tapaient dessus, c'est à dire que même si Kid et Killer étaient parfois ensemble, ils faisaient partie des clans qui se fritaient, et ce qui se passait c'est que fou de colère, ce qui s'est passé c'est que Kid a réuni tous les autres clans, a été directement buté le boss de l'île, celui-là qui avait vraiment le gang tout en haut, et après ça il a dit ok, cette île, elle est vraiment trop petite pour nous, notre amie, elle est morte, et bien tous ensemble, on va prendre la mer. Et ce qui est dingue, c'est que le bateau de Kid et de Killer s'appelle le Victoria Punk. On pensait à la base que le mot Victoria venait une référence par rapport à un bateau, je crois que c'était le bateau de Magellan avec lequel il a fait justement le tour du monde. Eh bien ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'on apprend ici dans ce SBS que ce bateau a été nommé en référence, en hommage, en mémoire justement à la fille qui a été tuée sur cette île et qui a été un petit peu ce catalyseur qui a fait que Kid, Killer, Hit et Wire ont formé cet équipage, et voilà, je trouve que c'est vraiment excellent. L'autre news qui est encore plus folle, c'est au niveau de l'équipage de Shanks. Il y en a un qui dit c'est bizarre parce que l'équipage de Shanks qu'on a vu dernièrement peut-être dans le film et aussi qu'on a vu dans la fin, enfin je spoil pas trop, mais qu'on a vu, eh bien, il semble plus petit que l'équipage qu'on a vu au tout début dans le premier tome. Et ce qui est absolument, c'est que Eiichiro Oda, il dit oui. Oui, parce qu'en vérité, Shanks, il a une flotte. Shanks, il a une flotte.
Et lui, il est nommé le Big Boss, et tous ses lieutenants sont nommés les Big. Ils doivent avoir sûrement des numéros comme par rapport à leur importance, comme c'est un petit peu dans l'équipe, comme c'est dans l'équipage de Barbe Blanche. Je vous prie, je bégaye un petit peu parce que on vient d'avoir ces informations-là et j'essaie en train de les digérer parce que en quoi c'est complètement fou. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a toujours pensé que l'équipage de Shanks était seulement qu'un simple équipage, et ça donnait en un sens une sorte d'aura absolument dingue, c'est-à-dire que toutes les autres flottes, que ça soit Barbe Noire, que ça soit Barbe Blanche, que ça soit Kaido, que ça soit Big Mom, ils avaient énormément de territoires. On sait que Shanks a aussi des territoires. Rappelez-vous la petite mini-histoire où on voit, comment il s'appelle, Barto, qui va sur une île, qui brûle le drapeau de Shanks pour mettre le drapeau de Luffy, et on se dit, mais comment, l'aura qu'il doit avoir doit être absolument dingue, parce que lui, contrairement aux autres empereurs, il n'a pas de flotte, il n'est seulement qu'avec son bateau, et il arrive à tout gérer. Ça veut dire qu'il a comment ça s'appelle, une aura absolument de dingue. Et non, en vérité, il a aussi une flotte, et peut-être que chaque membre qui est sur son bateau, eh bien, justement, ont aussi des équipages sous leur tête. Et ça, c'est absolument malade. Et ce qui se passe à la fin de quelque chose, je peux pas spoiler, vient totalement être remis un petit peu en question, les choix qu'il a fait, etc. Et là où je veux surtout en venir, pourquoi cette vidéo? Parce que vous me direz, faire une vidéo pour annoncer quelque chose qu'on connaît déjà, ça sert à rien. Le but, c'est d'essayer d'analyser, essayer de comprendre pourquoi Eiichiro Oda donne des informations aussi incroyables dans un SBS, parce que c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que c'est Eiichiro Oda qui choisit quelle question à laquelle il va répondre, et qu'est-ce que justement l'éditeur va mettre. C'est pas l'éditeur qui dit, Eiichiro Oda, ok, tu réponds à cette question, et après nous on le fait. Non, c'est bien Eiichiro Oda qui le fait. Et là, ce qui se passe, c'est que ça montre déjà une première chose, c'est que sûrement au niveau de Kid et Killer, rappelez-vous ce qui se passe à la fin de Wano Kuni. Il y a un combat et il y a une certaine relation qu'il y a entre Kid et Killer. Et je pense que ça aurait été le meilleur moyen de pouvoir mettre un flashback en place. Eiichiro Oda adore mettre des flashbacks, adore faire des flashbacks. Et je pense qu'au niveau du combat, au niveau de la relation, ça aurait donné encore plus d'importance que ça ne l'a déjà au niveau de la relation qu'il y a entre Kid et Killer. Il y a, je l'ai dit dernièrement, il y a la même relation entre Zoro et son capitaine Luffy, qui ferait tout et n'importe quoi pour lui. Et là, c'est-à-dire, mais ils se sont connus qu'il y a seulement que quelques temps. Zoro et Luffy, il y a quoi? Allez, il y a 3 ans à tout casser dans le temps One Piece, alors que Kid et Killer, ils ont vécu ensemble, ils ont grandi ensemble, et ils ont eu une peine de cœur, ils ont quelqu'un qu'ils ont aimé est mort, et ça les a soudés. Et je pense que ça aurait peut-être aurait été beaucoup plus impactant, aurait mérité vraiment que ça soit raconté dans le manga à travers un flashback, et même à travers ça, peut-être que si il n'a pas eu le temps, parce qu'on sait qu'en ce moment Eiichiro Oda il est obligé d'un petit peu rusher son œuvre pour pouvoir la terminer justement à temps, eh bien on peut imaginer que peut-être que le flashback qui nous a été raconté ici dans ce SBS sera peut-être montré dans l'anime. Et ça peut être vraiment excellent. Parce que on a déjà eu, il y en a qui vont me dire, oui mais le doc, il y a déjà eu des flashbacks qui n'ont pas été mis mais qui ont été annoncés dans des SBS. On va raconter justement ce qui s'est passé avec Shashi, avec Orca, Pingui et aussi Bipou, parce qu'il y en a qui ont dit mais c'est quoi la relation qu'il y a justement. Mais cette relation elle est moins intense que celle qu'il y a là, et surtout il n'y a pas eu cette sorte de sacrifice qui a failli être mis en place pour sauver un capitaine. C'est-à-dire que Bipou, pour l'instant, son traitement dans l'œuvre est encore secondaire, alors que Killer, le traitement qu'il a eu à travers l'arc de Wano Kuni est vraiment très important. L'autre chose aussi qui est absolument dingue, c'est que Eiichiro Oda nous annonce ici que Shanks a un équipage. Non, ça on le savait, mais qu'il a une flotte. Il a une flotte qui est peut-être égale à celle de Luffy au niveau nombre de personnes. Et ça, c'est absolument dingue, parce que comment il va gérer cette mise en place dans l'œuvre. C'est-à-dire que si à un moment, imaginez, il se passe un truc au niveau du gouvernement mondial, et là, il y a Shanks qui arrive avec un bateau dans la brume. Et là, on s'est dit, waouh, ça y est, il y a Shanks qui arrive. Mais après, qu'à travers la brume s'écarte et tu vois plein de bateaux, et sur chaque bateau, un des membres de l'équipage qui est là comme capitaine de leur propre équipage.
c'est un truc absolument de taré. On s'en serait jamais remis. Ça aurait fait une double page absolument malade, dingue, démentielle, un truc qui aurait marqué parce que le mystère autour de l'équipage de Shanks aurait été toujours présent. Alors que là, quand on va avoir quelque chose qui va arriver avec cette flotte, etc., il n'y aura pas. C'est-à-dire qu'il vient à travers un SBS peut-être gâcher l'un des meilleurs moments qu'on aurait pu avoir au niveau de One Piece. C'est une information sur Shanks. Et même, imaginons qu'il aurait fait ça dans le film Red. Le film Red aurait eu un impact absolument incroyable. On va prendre autre chose. On a aussi appris dernièrement, d'après les dires de quelqu'un qui a travaillé, d'un animateur, directeur qui a travaillé sur le film, Red, que normalement, à la base, Luffy devait voyager dans le temps et rencontrer l'ancien possesseur de son fruit du démon. Et il y en a plein sur le net, ils ont dit « Waouh, mais c'est complètement dingue, c'est complètement incroyable. Pourquoi Eiichiro-Oda n'a pas fait ça ?» Mais nom de Zeus, heureusement qu'il a pas fait ça. Le voyage dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus casse-gueule dans le monde. La seule chose, la seule série et le seul film qu'on réussit à peu près à bien le traiter, c'est premièrement, bien sûr, Retour vers le futur. Et après, la série Dark, une série allemande qui est absolument incroyable au niveau des voyages dans le temps, où c'est vachement bien géré. Sur une œuvre qui est aussi importante que celle de One Piece, il ne faut surtout pas qu'ils mettent en place des voyages dans le temps, parce que là, il l'a mis le voyage dans le temps, mais il a donné une barrière, c'est-à-dire que le fruit du démon permet seulement, le Tokinomi, permet seulement que d'aller dans le futur, mais ne permet pas d'aller dans le passé, sinon ça serait complètement, absolument incroyable. Après, les répercussions qu'il aurait pu avoir par rapport à Robin, les informations, ça a été absolument, ça a été beaucoup trop dangereux d'avoir fait un truc comme ça. Même si, bien sûr, on peut comprendre que un film n'est pas canon. Cependant, certains éléments qui sont présents dans les derniers films, c'est-à-dire le Strong World, le Z, le Gold, le Stampede et le Red, il y a des éléments annoncés dans les films qui sont canons. On va reprendre par exemple pour le Strong World, on va avoir Shiki qui a fait partie de l'équipage justement de Québec. On va prendre Stampede, le nom justement de l'île finale qui a été changé dans le film, et on va reprendre le petit passage avec le coffre qu'il y a, où on apprend des choses sur l'enfance justement de Shanks qui est absolument incroyable, qui vient donner une nouvelle dimension à son importance dans l'équipage justement de Goldie Roger. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en ce moment, c'est-à-dire ça vient encore plus renforcer cette sensation que Eiichiro-Oda ne peut plus faire son œuvre comme il le veut, non pas par rapport à ses choix ou par rapport aux choix éditoriaux, mais tout simplement par rapport à quelque chose que n'importe quel humain ne peut gérer. C'est tout simplement l'épée de Damoclès que nous avons tous au-dessus de la tête, qui est tout simplement la mort. On sent que Eiichiro-Oda est obligé de rusher son œuvre, qui ne peut plus prendre autant de temps pour raconter peut-être parfois des choses qui avaient absolument rien à voir. On va reprendre par exemple Paul Cake et le fait qu'il ait raconté toute la famille, tous les trucs qu'il y a eu, voilà. Mais là, on sent que Eiichiro-Oda, on le sent que là, allez, vas-y, je suis obligé de, je débite parce que moi je le sens. Là, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai 47 ans. On sent que le cap des 50 ans arrive, et quand tu arrives sur les 50 ans, tu te dis, ok, j'ai plus vécu des choses derrière moi que devant moi. Et même à la rigueur, si tu dis mais non, le doc, avec la passion que tu as, avec le cœur que tu as et tout, tu peux vivre jusqu'à 100 ans. Mais dans quel état je vais être dans 100 ans ? Pas dans 100 ans, à 100 ans, déjà quand j'aurai 80 ans, voilà, je serai plus le même que je suis là. En un sens, c'est un petit peu normal. Mais voilà, on sent que le temps a une emprise justement sur Eiichiro-Oda, et que je pense que pendant qu'il a encore tout ce peps, toute cette énergie, parce qu'il a des conditions de travail qui sont absolument déplorables, et je pense qu'à cause de ça il a perdu au moins 10 ans de sa vie, hein. Parlez-en à des médecins, ils vous diront exactement la même chose. C'est-à-dire que je sens que Eiichiro-Oda veut bien terminer son œuvre, et peut-être est obligé de passer à côté de certaines choses qu'il aurait peut-être voulu nous raconter dans le manga à travers des flashbacks ou à travers des éléments, à travers des magnifiques doubles pages, mais là qu'il est obligé justement de nous mettre à travers les SBS, et c'est aussi pour ça que les SBS sont hyper importants. Bref, voilà cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parler autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez,
Salut mes Nakamas.